Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Chasse Patate et au programme de ce podcast, un retour évidemment sur la 103e édition du Tour d'Italie qui a livré un final haletant, je le rappelle, victoire du Britannique Tao Geoghegan Hart devant Jay Hindley l'Australien et Wilco Kelderman le Hollandais et le tout en 1 minute 29 secondes précises. Et pour évoquer tout cela, les membres du groupe Eto qui nous accompagnent ce soir, Anselme, comment vas-tu Anselme ? Très bien, comme toujours. Mathieu, l'indéboulonnable du groupe Eto. Salut Brice, salut à tous. Et un revenant, Johan. Alors Johan, ça fait combien de temps que tu n'étais pas revenu sur les podcasts Chasse Patate ? En tous les cas, bon retour à toi. Ça doit faire 3 ans, merci à tous. Ouh, il s'en est passé en 3 ans des choses dans le monde du Beaucoup de cyclisme. Donc bienvenue, on va évoquer tous ces changements notamment avec toi. Alors évidemment la liste des sujets à évoquer ce soir est longue, on va parler des équipes qui ont animé ce Giro, 103e édition. On abordera également la jeunesse qui fait de plus en plus sa place dans le cyclisme actuel, dans le cyclisme moderne. Et évidemment, on reviendra sur la superbe performance, il n'y a plus d'adjectif, la performance d'Arnaud Démare qui ramène le maillot cyclamen à la maison avec en prime 4 victoires d'étape. Les gars, si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, je vais me tourner vers vous et je vais vous demander un mot très simple pour décrire le Tour d'Italie qu'on a vécu ensemble. On va commencer par Mathieu. En un mot, comment tu décrirais ce Tour d'Italie ? Je dirais atypique, un Giro atypique pour moi. Un Giro atypique. Johan ? Je vais dire histoire avec un S. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et Anselme pour terminer ? Pour moi, c'est certitude. Parce que depuis, on n'en a plus aucune. Ça va résumer un petit peu l'intégralité des questions qu'on va se poser pour débriefer ce Tour d'Italie. Je vais démarrer par toi, du coup, Anselme. Alors, Tao Geoghegan Hart, vainqueur surprise, certes, on attendait un autre Britannique de la formation Ineos Grenadier, on attendait Geraint Thomas qui a malheureusement chuté dès les premières étapes de ce Tour d'Italie. Est-ce que le jeune Britannique Tao Geoghegan Hart, il a désormais montré que c'était un véritable coureur de grand tour pour toi, Anselme ? Il a gagné un grand tour, donc déjà oui, c'est un coureur de grand tour. Là, il a une ligne à son palmarès que beaucoup de coureurs en place qualifiés de grand tour n'ont pas. Donc, de fait, dès qu'il sera au départ d'un grand tour, on ne pourra pas le considérer comme... on sera obligé de le considérer comme un outsider de par cette victoire sur le Giro. Il n'a jamais vraiment montré de faiblesse sur 3 semaines. Et ce qui est l'atout principal, il est fort en montagne, en chrono. Donc c'est une surprise parce que c'est la première fois qu'on le voit à ce niveau-là. Mais c'est maintenant, faudra faire avec. Alors, tu dis qu'il n'a pas montré de faiblesse, Johan, au départ de ce Tour d'Italie. Et évidemment, on courait pour Geraint Thomas, mais Geoghegan Hart était bien loin des favoris au tout début. Exactement, c'est pas... Je rejoins totalement ce que dit Anselme, mais c'est pas... Il a gagné le grand tour, et en plus, il n'a pas gagné son grand tour en profitant de circonstances favorables, en étant à l'arrache ensuite à défendre son maillot et tout ça. Il a vraiment été plus en retrait au début, et en dernière semaine, en troisième semaine, en montagne, c'était lui qui était le plus fort. Donc ça, c'est des performances qui vont marquer les esprits, et clairement, ce sera quelqu'un sur qui on pourra compter à l'avenir. Mathieu, le Britannique, il t'en a mis plein les yeux ou pas ? Ouais, il en a mis plein les yeux, il a surpris surtout, parce que c'est un coureur qu'au départ de ce Giro, non seulement il était équipier, mais on n'imaginait pas qu'il avait les jambes pour remporter un grand tour, pour remporter ce Giro. Même une fois que Thomas a quitté la course, il n'avait pas encore quitté la course, mais sur l'étape de l'Etna, il perd 2 minutes sur les favoris. C'est quand même dur d'imaginer qu'un mec qui perd 2 minutes sur la première étape un peu difficile d'un grand tour, que ce mec-là puisse remporter ensuite le classement général final, c'est impressionnant. Alors, on parle de l'abandon de Geraint Thomas dès la 3e étape, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'était sur l'étape de l'Etna. Il n'est pas reparti le lendemain. Il n'est pas reparti, exactement. Il n'est pas reparti le lendemain matin. Est-ce qu'on peut dire
Mathieu, ça va s'adresser à toi cette question. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe Ineos Grenadier elle a su se remobiliser et c'est pas là sa plus grande force sur ce Giro 2020? Bon, connaissant les Ineos, après, c'est pas tellement étonnant, hein. C'est quand même une équipe qui est extrêmement habituée au grand tour, à gagner, à s'imposer. Donc, ils savent faire. Après, c'est sûr que c'était pas prévu. Ils ont très bien relevé le coup. Et même avant que Gegenhardt se montre à son évidence pour le général, avec Jonathan Narvaez qui gagne une étape. Ils ont fait, et Filippo Ganna qui a été juste monstrueux également. Donc c'est vraiment un Tour d'Italie extrêmement plein pour Ineos. Et alors qu'est-ce que ça aurait été avec Geraint Thomas, hein? Exactement. Et juste un petit crochet sur Filippo Ganna avant de revenir sur la bataille du général. Filippo Ganna, on en a pour combien d'années de domination sur les chronos? Parce que là, il semble juste imbattable, Johan. Chaque année, on se dit ça sur quelqu'un, et puis Exact. finalement, 2 ans après, il y en a quelqu'un qui arrive et qui vient tout chambouler. Donc là, effectivement, c'est impressionnant ce qu'il fait. Il faut voir s'il va continuer à se spécialiser sur les chronos ou s'il va vouloir, comme ses prédécesseurs, Geraint Thomas chez Sky, chez Ineos maintenant, partir plutôt sur les grands tours ou continuer sur les chronos. Comme disait Anselme, il y a plein d'incertitudes maintenant. Donc, C'est un là, on poursuiteur est... aussi, Ganna d'ailleurs, hein. Exactement. C'est un poursuiteur comme Wiggins, comme Thomas. Exactement. Est-ce que ça va jouer? Mais là, clairement, en tout cas, c'est le meilleur rouleur du monde, Je ça vois c'est que sûr. Mathieu, tu as une piste derrière la tête, là, une arrière-pensée. En tout cas, pour l'instant, il veut viser les Jeux de Tokyo, Ouais. il me semble. Donc il faudra attendre après août 2021 pour voir s'il tente les classements généraux. Alors là, on parle de gros rouleurs, on va parler d'un autre gros rouleur de la formation Ineos Grenadier, c'est Juan Denis. Anselme, Juan Denis a été le maillon, on va dire essentiel, le maillon fort de la victoire de Tao Geoghegan sur ce Giro 2020. Bah, c'est lui qui permet à Geoghegan de... On va dire qu'il y avait Kelderman qui était devant, et derrière, tu avais 2 coureurs qui avaient du retard, avec Hindley et Geoghegan, et Denis a permis à ces 2 coureurs de passer devant Kelderman. Il a été monstrueux sur l'étape du Stelvio et sur la dernière étape de montagne. On se retrouve avec Denis qui roule, et derrière, ils sont plus que 2. Donc à partir de là, oui, c'est une base solide pour construire une victoire dans un grand tour. Et après, c'est pas vraiment une surprise dans le sens où Denis, on l'avait vu chez Bahreïn, il avait fait 2e d'un Tour de Suisse derrière Egan Bernal, et en montagne, c'était le 3e meilleur avec Bernal et Pozzovivo, qui sont déjà des très bons grimpeurs, voire les meilleurs du monde, Bernal dans sa meilleure forme. Donc on savait qu'il était capable de très bien courir en montagne, et arriver chez Ineos, qui est très doué pour placer ses coureurs, s'ils arrivent à se mettre dans le moule Ineos dans les meilleures conditions, en soi, ça a été une petite surprise de le revoir à ce niveau-là. Si on regarde d'un plan d'ensemble, c'est pas une surprise de le voir à ce niveau-là et d'être aussi fort. Et il a été l'équipier idéal. Et si Thomas avait été en forme, avec le trio qu'ils auraient eu, ça aurait été sacrée domination encore plus, je pense. Johan? Et en plus, comme tu disais, Denis, il a passé sa première moitié du Giro complètement dedans. Lui, par contre, il semblait vraiment hors du coup. Et finalement, c'était presque une surprise de le voir en 3e semaine aussi fort. Et en fait, je pense que c'est aussi parce qu'il s'est reposé, reposé entre guillemets, sur les 2 premières semaines, qu'il a pu tout casser en dernière semaine. Et d'un point de vue plus général, comme tu disais, sur Ineos qui avait su se remobiliser, tout ça, au final, ils ont 7 victoires sur 21. C'est un ratio qui est énorme. Et même ceux qui n'ont pas gagné, je crois qu'ils ont 3 deuxièmes places, ils ont une 4e place. Enfin, tout le monde a parfait. Et effectivement, ils ont su se remobiliser comme ils font toujours en fait quand ils n'ont pas le maillot de leader, que ce soit même quand ils étaient en train de dominer avec Froome et tout ça. Dès qu'ils sont pas premiers général, ils partent à l'attaque tout le temps et ils n'ont pas peur de perdre des accessites pour justement viser la gagne. Donc là, ça s'est encore vu sur ce Giro et ça montre caractère offensif et pas défensif de la Sky comme on l'entend souvent. Et tu as raison, Johan, parce qu'on a vu un visage complètement différent de la formation britannique Ineos Grenadier. Finalement, terminer le train d'enfer pour essayer de gagner un grand tour et de placer son favori. Mais ça a été une équipe beaucoup plus offensive, qui allait dans les coups et qui a provoqué en tous les cas son succès. Mathieu, il n'y a plus besoin d'un rouleau compresseur pour gagner un grand tour désormais? J'ai quand même l'impression que c'est un peu comme ça qu'ils ont gagné quand même. Avec Juan Denis qui fait le rouleau compresseur mais tout seul. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu la tactique de d'habitude transposée à une situation différente.
mais ça a tout aussi bien marché parce que Rohan Dennis a été absolument monstrueux. Et je pense que sans Rohan Dennis, je suis pas certain que Guy Gunnart remporte le Giro. Pour moi, c'est Rohan Dennis qui porte à 65% la victoire à Guy Gunnart. J'aime beaucoup le 65%. 0,7. Ouais, un peu, ouais. Non, mais tu as raison, Mathieu, le Rohan Dennis a été vraiment un maillon essentiel pour la victoire de son coéquipier Geoghegan Hart. On pensait que la formation Ineos Grenadier allait faire chou blanc cette année avec la défaillance sur le Tour de France. Eh bien non, dès le Giro un mois après, ou même pas un mois après, quelques semaines après, parce que le Giro a commencé 15 jours après la fin du Tour de France, eh bien ils remettent ça avec un maillot rose, victoire. Johan, tu l'évoquais tout à l'heure, on parlait d'une équipe qui a su se remobiliser, Ineos. Il y en a peut-être une autre qui a su se remobiliser, c'est la Deceuninck Quick-Step. On le rappelle, il devait venir avec Remco Evenepoel, qui devait faire sa grande première sur un grand tour. Finalement, ça a été la grande première de Joao Almeida, qui à l'origine, on le rappelle, était prévu sur la Vuelta. Et au final, 4e place au classement général et 15 jours en jaune. Alors la Deceuninck Quick-Step s'est battue avec ses armes. J'ai dit quoi ? En jaune. Et ben voilà. Merci Mathieu de m'avoir corrigé en rose évidemment sur les routes du Giro. Donc la Deceuninck Quick-Step s'est battue avec ses armes, mais c'est vraiment battue. Johan Almeida, une énorme révélation sur ces routes italiennes. Clairement, on l'avait pas vu venir. Enfin, il avait déjà fait des bonnes perfs au début de saison. Je crois que c'était au Tour d'Algarve ou au Tour de Ruta del Sol, je sais plus. Oui. Il avait fait un top 10 au Tour de l'Ain, je crois aussi, avec là où il y avait tous les pros, enfin tous les favoris du Tour. Donc effectivement, on le voyait venir. Qui gagne le chrono, enfin qui soit bien placé lors du chrono d'ouverture, c'est pas forcément une surprise. Qui tienne, c'est beaucoup plus une surprise que ça quand même. Surtout quand on voit en deuxième semaine, il paraissait à la limite. Et moi, je m'attendais à ce qu'il explose en troisième semaine. Et finalement, qu'il était encore plus fort qu'en deuxième semaine en fin de grand tour. Et meilleur que Kelderman, meilleur que Nibali, meilleur que Fuglsang. Pour moi, c'est une révélation, c'est une grosse révélation, Almeida. Après, Deceuninck, il a l'habitude de révéler des jeunes coureurs aussi. Ouais, exactement. Mais tu as raison, parce que Almeida fait peut-être partie de ces très jeunes coureurs qui explosent au niveau du peloton international. Même avec un manque d'expérience, on pourrait penser, ils arrivent quand même à lutter à armes égales et à se battre avec un mental qui est un mental assez fort pour résister et à la pression et à la douleur. Donc une très belle révélation, ce Joao Almeida. Et Anselme, on connaissait la Deceuninck Quick-Step sur les courses d'une semaine et évidemment sur les classiques. Bien maintenant, avec les Masnada, les Knox, les Honoré, on a une ossature peut-être pour les prochains grands tours. C'est sûr, là on a 3 coureurs dans le top 15 de la Quick-Step qui, si il est vrai, elle était plus une équipe de coureurs classiques. On sait qu'au début de son existence, à l'époque de la McPay, ils avaient essayé déjà de se frotter au grand tour sans succès. Et il semblerait que cette fois, ça marche un peu mieux. Et vu l'âge des coureurs et la capacité qu'ils ont montré sur ces grands tours et sur les autres courses pour Evenepoel précédentes, on peut se dire qu'on peut en avoir pour un petit bout de temps. La Quick-Step, depuis, on va dire, 2012-2013, il tourne à une cinquantaine quasiment de victoires par an. C'est une des meilleures équipes. Ils sont capables de faire gagner à peu près tous leurs coureurs, que ce soit en jouant sur le surnombre ou avec des très bonnes tactiques. Donc je pense que il va falloir compter avec elle maintenant. Et puis avec la densité qu'ils ont, à l'image de la Sky ou de la Jumbo, ça pourra faire très mal sur les grands tours aussi maintenant. Mathieu, est-ce que ça te fait plaisir de découvrir une Deceuninck Quick-Step parmi les premières formations mondiales sur les grands tours désormais ? C'est une équipe qui se densifie par ses jeunes coureurs. On sait que Patrick Lefeuvre a toujours tendance à un petit peu râler sur le fait qu'il est en recherche de nouveaux sponsors, qu'il n'a pas beaucoup de budget. Et de fait, il prend des jeunes coureurs et ça lui permet d'avoir des coureurs qui ne sont pas forcément très chers à payer et qui sont très performants sur des courses par étapes, comme Joao Almeida, comme Remco Evenepoel également. Il y a eu Julien Alaphilippe qui sait tout faire, tout simplement. Donc ouais, c'est une équipe qui est un peu en train de se transformer, qui commence un peu plus à toucher à tout, parce que c'était une équipe qui était surtout concentrée sur les classiques, et là, ils commencent vraiment à se rapprocher sur les courses par étapes. Alors, un petit peu de fiction. Beaucoup ont dit, on a pu lire, on a pu écrire également,
que si Remco Evenepoel avait été présent sur ce Giro, il aurait tout cassé. Il aurait cassé la baraque, il aurait vraiment écrasé tout le monde. Ça peut être un petit peu surprenant parfois d'être aussi catégorique. Johan, est-ce que Evenepoel, on ne le connaît pas forcément sur un grand tour, ça aurait été sa première participation en tant que leader, même première participation tout court. Comment tu aurais positionné le jeune coureur belge sur une épreuve comme celle-ci ? Alors, faut toujours prendre des pincettes avec Evenepoel quand même, vu tout ce qu'il montre depuis le début de sa carrière. Mais moi, j'aurais presque envie de dire que ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que Evenepoel, il est sur le front depuis le début de l'année et depuis la reprise. Et ce qu'on a vu, c'est que tous ceux qui étaient en forme depuis longtemps, ils ont explosé en 3e semaine. Et allez, si je devais parier, j'aurais dit que Evenepoel n'aurait pas tenu la distance des 3 semaines. Maintenant, je m'avance peut-être beaucoup avec Evenepoel. Et ça se trouve, il aurait tout écrasé et tout. Ça, on sait pas. Mais ouais, c'est clair qu'après la Quick Step, peut-être que je fais une digression sur ce que tu as dit avant là aussi, mais reviens, la Quick Step, tu disais que c'était maintenant une des équipes qui comptait au niveau des grands tours avec Jumbo, avec Ineos. Après, il faut relativiser quand même, parce que là, il y a eu des grosses têtes d'affiche effectivement sur ce Giro, mais les équipes n'étaient pas très denses. Et effectivement, on voyait beaucoup de quick step avec Masnada, avec Nox et tout. Je pense que quand même, il y a quand même 7-8 équipes en World Tour qui sont quand même encore meilleures que la quick step au niveau des grands tours. Donc, faut pas aller trop vite en besogne non plus, et je pense que ça restera une équipe de classiques et de bons bourrins, de sprinters avant tout. Mais Johan, tu as tout à fait raison, le propos était volontairement survendu par rapport à la Deceuninck Quick Step, mais effectivement, je suis complètement en accord avec ton propos. Il faut raison garder, comme on dit, donc c'est bien également de le préciser. On a parlé du team Ineos Grenadier, on a parlé de la Deceuninck Quick Step. Eh bien, il faut qu'un pas pour évoquer la Sunweb. Oui, la Sunweb. Alors, Anselme, difficile d'évaluer finalement la performance de cette équipe. On a l'impression qu'il y avait la place de remporter ce Giro. Mais voilà, pour départager Wilco Kelderman, Jay Hindley, les circonstances de course n'ont pas été forcément favorables pour cette équipe. Je pense qu'en fait, de base, ils ont misé sur le mauvais cheval. Kelderman, il est à sa place et encore, j'ai envie de dire, il accroche un podium sur un grand tour, ce qui semblait compromis au vu de ce qu'il avait montré ces dernières années. Donc, en soi, Hindley, c'est une surprise. On sait, chez les jeunes, il était très bon et il a eu du mal à s'adapter à l'échelon supérieur. Aujourd'hui, comme Hart, il se monte à son meilleur niveau. Il explose, il fait un podium de grand tour et joue la gagne en portant le rose sur le dernier chrono. Mais est-ce qu'en jouant directement sur Hindley, ils auraient pu gagner ce Giro ? Je suis pas sûr. En montagne, Hindley, il était très fort, mais jamais nettement supérieur à l'anglais. Et dans les chronos, il était nettement inférieur. Donc, dès lors, sur un schéma de course similaire, parce qu'après, évidemment, ils auraient pu tenter des échappées fantastiques, des épopées, mais c'est trop compliqué on va rester dans ce qu'on a vu. Et sur le schéma de course qu'on a eu sur ce Giro, je vois pas en fait comment la Sunweb aurait pu gagner. Ineos avec Denis a montré qu'ils avaient un équipier énorme. C'est eux qui ont fait la course, puisque quand la Sunweb a fait la course, les écarts étaient moins grands. Hindley, l'équipier, était plus fort que son leader. Donc moi je pense qu'en fait s'ils avaient voulu gagner le Giro, il aurait fallu mettre Hindley directement en leader, mais encore fallait-il le savoir aussi fort. Voilà, comment est-ce que tu peux le savoir avant que Jay Hindley écrase tout au départ du Giro? Tu peux pas t'imaginer que Hindley, comme Gegenhardt, a les jambes, va jouer la gagne 3 semaines plus tard. Non, évidemment, mais il aurait fallu que ce soit un scénario, en imaginant qu'il le sache, pour que Sunweb, c'est dans l'hypothèse où Sunweb a gagné le Giro. Pour moi, la seule solution pour qu'ils aient gagné le Giro, c'est d'avoir misé sur Hindley dès le début. Après, c'est sûr que Hindley n'ayant aucune référence, ça aurait été totalement improbable. Et c'est logique que la Sunweb ait d'ailleurs d'abord misé sur Kelderman. Mathieu, c'est très intéressant ce que tu dis. Si on se replonge dans le Stelvio, quand on a cette situation de course avec Jay Hindley qui part à l'avant, avec les 2 coureurs du team Ineos Grenadier et Kelderman qui essaye de sauver les meubles derrière, quand on est directeur sportif, on fait quoi ?
Je pense que c'est compliqué, mais pour le coup, ils n'ont pas forcément fait un mauvais choix tactique, à mon avis. Euh, tu as Kelderman qui a 2 minutes d'avance sur Hindley et sur Gegenhardt. 2 minutes d'avance, ça fait beaucoup et peu à la fois. C'est compliqué de savoir. Et tu as Jai Hindley qui accompagne Gegenhardt et qui peut aussi faire venir un peu l'embêter parce que Gegenhardt tout seul, il va se donner à fond, alors que Gegenhardt avec Hindley dans la roue, il va peut-être se donner à 95% pour être prêt au cas où Hindley attaque. Je pense que peut-être ce qui a un peu pêché éventuellement peut-être dans la stratégie de Sunweb, et ça on le voit, ça transparaît un petit peu dans le documentaire qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux, c'est que Jai Hindley aurait dû tenter l'attaquer, aurait dû tenter quelque chose et pas juste essayer de bloquer, embêter un peu Gegenhardt. Il a juste fait le sprint à l'arrivée. Et est-ce qu'il avait les moyens de distancer Gegenhardt? On ne sait pas. Mais justement, il aurait fallu tenter. Alors peut-être que ça aurait servi à rien, mais peut-être que Hindley aurait pu reprendre 20 secondes à Gegenhardt. Et la donne aurait été un poil différente éventuellement. Johan, complètement étonnant ce Jai Hindley. Ouais, et puis c'est vraiment compliqué comme situation. Je pense que la seule chose qu'ils auraient pu faire peut-être un peu différemment, c'est facile à dire avec le cul en canapé, hein, mais c'est peut-être au lieu que Hindley ne fasse que suivre Gegenhardt, peut-être qu'il puisse un peu l'attaquer et ralentir, tu vois, pour essayer de le faire un peu produire un effort qui n'est pas linéaire et qui soit moins efficace comme ça. Et puis si jamais il se rend compte que Gegenhardt il pète, dans ce cas il pourrait se donner peut-être un peu plus à fond. Mais c'est clair que c'est très compliqué comme situation et j'aurais pas aimé être à la place du DS franchement parce que Kelderman était le moins bon des 3 montagnes, Hindley peut-être le meilleur, mais je pense pas qu'il était vraiment au-dessus de Gegenhardt quand même parce que quand on voit le sprint à l'arrivée qu'il fait, il lui met même pas une seconde alors qu'il a été dans sa roue pendant tout le temps. Ça aurait été compliqué de le lâcher quand même. Là où ils font l'erreur, la Sunweb peut-être, en fait on voit ça aussi dans le documentaire dont tu as parlé Mathieu, c'est que juste dans la portion plate en bas du Stelvio, il y a Kelderman qui demande du ravitaillement, qui demande à manger. Et visiblement, ça se comprend pas très bien. Ils disent, mais c'est bon, t'as un ravitaillement dans 6 bornes, t'as un mec sur le côté, nous on va voir Hindley. Et on voit qu'à ce moment-là, il s'énerve un peu avec Kelderman. Et là, il lâche dans la tête et en 3 km, il perd plus d'une minute sur le groupe de tête. Peut-être que si là, il y avait juste, même psychologiquement, tu lui donnes le ravitaillement, il mange son sucre, même au cerveau, ça fait tout de suite des petits stimuli. Peut-être qu'il aurait pas perdu autant de temps sur cette petite transition et qu'il aurait mieux tenu à la fin. C'est la seule chose que je peux dire pour contre la tactique Sunweb, mais sinon c'est compliqué. Hein. Alors moi, si je peux me permettre sur ce fait de course, et c'est très intéressant que tu le mentionnes, Johan, je pense que ça a été le tournant de cette étape, notamment pour Wilco Kelderman. On sait qu'il y a deux véhicules équipes sur les étapes. Généralement une qui part à l'avant et une qui reste à l'arrière du peloton, voire même avec le groupe Eto. Et c'est ce qui s'est passé sur cette étape, c'est-à-dire qu'il y avait une voiture Sunweb à l'avant. Et le deuxième directeur sportif, la deuxième voiture de la Sunweb est restée à l'arrière du peloton, voire même avec le groupe Eto. Et ce qui fait qu'à l'avant, une seule voiture devait un petit peu se séparer en deux pour gérer et Wilco Kelderman et Jai Hindley à des échelons différents. Et il se trouve qu'ils ont ravitaillé très rapidement avec un échange de bidons Wilco Kelderman et ils ont tout de suite filé pour suivre Jai Hindley à l'avant de la course. Et je pense que c'est là, à ce moment, et c'est comme tu le précises, Johan, que Wilco Kelderman perd un petit peu les pédales. Son retard s'accentue parce que, sans doute à ce moment-là, dans son esprit, c'est ça y est, mon leadership vacille, on me laisse tout seul dans la pampa. C'est Hindley qui a, entre guillemets, la compagnie du véhicule du directeur sportif, et lui, il a pu se sentir pendant quelques kilomètres déstabilisé par tout ça. Après, Hindley, tu peux pas le laisser sans ravitaillement non plus, hein, parce que la voiture est derrière Kelderman depuis qu'il pète dans le Stelvio. Eh bien, ça fait 1h30 qu'il est comme ça sans ravitaillement. Mais si la Sunweb a deux véhicules à l'avant, si la Sunweb a les deux véhicules à l'avant, c'est pas possible. Parce que, là, quand ils l'ont dit, si tu as deux voitures pour deux coureurs, t'en as quand même encore 5, puisque Matthews n'était plus là, t'en as quand même encore 5 derrière de lâcher qui ont besoin de ravitaillement, etc. Alors et là, ils l'ont après, doublé, en fait. Après, il faut savoir où se joue la course pour la Sunweb. Voilà. Donc, je suis d'accord que dans un monde idéal, ils finissent dans le groupe Eto. On peut jouer le Giro, on peut essayer d'accentuer, de mettre toutes les chances de son côté.
eh ben, peut-être que les véhicules, on les dispatche différemment aux échelons de la course. Après, c'est un fait logistique, peut-être que ça aurait rien changé, mais ça a pu avoir son importance à un moment donné dans la psychologie et dans l'effort de Wilco Kelderman. Après, là, pour le coup, en plus, la voiture, elle a doublé Kelderman, elle allait ravitailler Hindley qui était devant. En fait, elle l'a ravitaillé, ensuite elle s'est stoppée, elle s'est remise derrière Kelderman, en fait. On le voit pas trop. Mais la voiture, elle a été absente que pendant quelques minutes seulement. Mais ouais, psychologiquement, ça a dû faire le truc. Et on voit Après, l'écart que ça a créé, pour Wilco Kelderman. Si on continue sur ce coureur, le Hollandais, 29 ans, Anselme, bah, finalement, il accroche un podium de grand tour, mais il tournera toujours autour d'une victoire sur un Tour de France, Vuelta ou alors Giro d'Italia. Bah, je pense qu'en fait, c'est un coureur de top 10, un coureur de classement par étape, oui, enfin de course par étape, mais c'est pas un gagneur. J'ai envie de dire, en fait, jeune, il était très bon, et on le voyait prendre la relève de la génération supérieure. Et en fait, on se rend compte que quand la vieille garde a baissé les armes, et bah, c'est la génération plus jeune que Kelderman qui passe devant. Donc, je pense qu'en fait, c'est un coureur qui a pas les jambes pour gagner un grand tour face aux meilleurs. Avec des circonstances favorables comme sur ce Giro et cette année particulière, il monte sur le podium. Mais je suis pas sûr que ça se représente. Et je pense que c'est ce qu'il lui faut pour pouvoir être à ce niveau. Et donc pour moi, Kelderman, il est à sa place. Il a beaucoup déçu ces dernières années, donc c'est très bien de le voir à ce niveau-là, mais je suis pas sûr qu'il parvienne à rééditer sa performance. Avant de se lancer dans un débat, dans une analyse de la jeunesse dans le cyclisme actuel, je sais que Johan, ça t'a un petit peu interpellé et tu voulais revenir dessus sur le tracé du Giro avec notamment le positionnement des étapes de montagne. oui, alors j'ai pris quelques petites notes d'ailleurs. En fait, j'ai regardé le classement de l'Etna tout simplement, qui est arrivé en 3e étape, qui était une grosse course de côte, un gros col avec en plus du vent qui a fait un peu rendu le tout plus difficile. Quand on regarde les meilleurs coureurs en 3e semaine, c'est Bilbao qui finit 12e à l'Etna, Hindley est 19e, Gegenhardt il est 24e, et même dans les autres formations, on peut voir Machka est devant Conrad, Pedrero est meilleur que Samitier, et même Fuglsang, Nibali, Pozzo Vivo qui était vachement bien en première semaine, finissent tous sur les rotules. Et on peut voir qu'effectivement, les écarts qui ont été creusés à l'avantage de certains au tout début de Giro, ça a justement encouragé plutôt à faire du mouvement en 3e semaine et à boucher ces écarts, à renverser le Giro, plutôt que d'effectivement de faire toujours des trains pour assurer les petites secondes, microsecondes qu'on a d'avance. Donc les gros écarts, c'est pas l'équivalent, c'est pas contraire au suspense. Et je trouve qu'il y a beaucoup de grands tours, ASO pour pas le citer, qui pourraient s'inspirer de ça pour proposer les parcours. Donc par toi, exemple, c'est plutôt un pouce en l'air pour l'organisateur RCS sur ce coup-là Ouais. et sur ce tracé 2020. Ouais, mettre un peu une ou deux vraies montagnes dès le départ, répartir quelques petits trucs et mettre évidemment en 3e semaine en montagne aussi, mais pour voir des mecs justement qui vont avoir des préparations aussi du tour différentes entre ceux qui voudront être en forme de suite, ceux qui voudront arriver monter en régime tout au long du Giro et tout ça. Je pense que sûrement c'est plus intéressant de répartir tous les points chauds tout au long des 3 semaines. Par exemple, tu mets une petite idée que j'ai eue, un petit grand départ Bourdoisan Alpe d'Huez en première étape. Il y a un petit nom ronflant qui pourrait faire plaisir. Comment petits mettre, écarts. comment mettre Et des ensuite, coureurs hors délai dès la première étape? Ou même un grand départ de Nice. Le problème c'est qu'ils veulent arriver à Nice alors que du coup il y a quand même des Ah bornes. Non mais c'est vrai que à Johan, faire pour arriver à Nice. tu citais ASO, alors le Tour de France est peut-être un petit peu différent dans sa construction, la Vuelta rentre parfaitement dans ce schéma-là. Je sais qu'Anselme, tu es assez parfois tatillon sur les tracés, est-ce que tu es d'accord avec la proposition ou l'analyse de Johan? Mettre une étape de haute montagne dès le premier jour, je sais pas si... personnellement, je préfère un prologue ou une étape plate ou accessible, disons, à un large panel de coureurs. En revanche, je suis assez d'accord que le parcours du Giro de cette année était plutôt bon. Et si Johan a parfaitement résumé sur les étapes de montagne assez rapidement, au moins le premier week-end, moi, ce que je souligne, c'est une étape comme celle du Stelvio. C'est de la montagne, c'est 200 km avec des gros cols. Et on se retrouve avec une étape qui fait des écarts énormes avec le 10e qui a quasiment 5 minutes. Alors, on se plaint que la montagne ne fait plus d'écart et on rabote les chronos, justement. Mais si on
notamment sur le Tour où il y a quasiment plus de chrono. Mais en fait, on se rend compte qu'il suffit de mettre des grandes étapes de montagne pour compenser les chronos et que c'est pas forcément une petite étape de 100 bornes qui va faire de plus grandes différences. Ça permettra peut-être de voir plus d'attaques plus tôt, mais au final, c'est toujours ces grosses étapes qui font de terribles écarts. Donc moi, je suis très content de ce Giro et pareil, pouce à RCS, pouce en l'air, pour, ce parcours qui était fort sympathique. Mathieu, les kilomètres de chrono t'ont fait du bien, ça a permis d'aérer un petit peu le classement général, de chambouler un petit peu les positions avec les favoris? Bah, surtout les chronos, ils ont quand même permis de faire des écarts pendant les 2 premières semaines. Si tu regardes les 2 premières semaines, il y a l'Etna et il y a le chrono de Palerme et le chrono de Valdobbiadene. Sinon, en fait, le Giro, il s'est rien passé pendant 2 semaines. C'est pour ça, moi, j'ai envie de dire Bah, il s'est passé des Bah, choses, mais on y reviendra après. il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, mais je veux dire, pour le classement général, on s'est fait chier pendant 2 semaines. Jusqu'à Piancavallo, il n'y a rien. Il y a l'étape de l'Etna où ça se bouge sur 3 bornes, mais sinon, il n'y a rien. Ça se regarde, les écarts se font juste un petit peu sur l'Etna, puis sur les 2 chronos, surtout sur le deuxième de Piancavallo, de Valdobbiadene. Et ensuite, c'est la montagne qui est concentrée à la fin, une habitude du Giro qui est assez énervante parce que, Johan, tu dis c'est bien d'avoir de la montagne au début, il y a eu l'Etna. Mais justement, ça serait bien que les organisateurs du Giro, ils arrêtent de mettre toute la montagne à la fin. Je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a vu Almeida tenir aussi longtemps, parce qu'il n'y avait pas de grosses difficultés, il n'a pas été énormément mis en danger par ses adversaires, certes, mais aussi par le parcours. Je suis pas d'accord, moi, parce qu'on n'a peut-être pas eu de très hautes montagnes, hormis l'Etna et on va dire des étapes un peu course de côte, mais on a eu énormément d'étapes accidentées où le peloton a roulé très vite et avec une dernière semaine aussi montagneuse. Et je pense que c'est notamment pour ça que des étapes comme celle du Stelvio ou de Sestriere ont fait autant de dégâts. C'est parce qu'en fait, pour qu'on ait des belles étapes de montagne, il faut user les organismes avant. Et c'est ce qui fait qu'un coureur gagne un grand tour, c'est sa capacité de récupération. Et avec des étapes casse-pattes, rapides, quelques bosses et de la concentration de montagne en fin de grand tour, c'est là où on a on va dire le cocktail pour que un grand tour amène à des défaillances, des surprises et tout ce qui fait l'essence d'un grand tour, à mon sens. Johan? En plus, là, c'était tellement une hiérarchie un peu what the fuck sur ce Giro qu'on savait pas d'où pouvait venir le danger en fait. Et le fait de ne pas avoir de rendez-vous précis en disant à la 12e étape, il y a une arrivée au sommet, c'est là qu'il faudra faire la bagarre. Là, on savait pas d'où ça pouvait venir, même quand je sais plus quelle étape Pozzovivo fait rouler CNT toute la journée pour au final attaquer sur 50 mètres. Bon, toute la journée, on s'est dit quand même ce qui ça se trouve, il va passer quelque chose. Et effectivement, le fait de ne pas savoir d'où peut venir le danger fait que toutes les étapes sont plus courues aussi à bloc et que ça peut se payer en 1 semaine, effectivement. Eh bien, comme quoi, c'est comme les goûts et les couleurs, les tracés, pour tomber d'accord, avoir la même vision, la même analyse, c'est toujours sport, mais c'est ça qui est beau dans le cyclisme. Et on va pouvoir revenir sur le tracé du prochain Tour de France, on l'évoquera à la fin de ce podcast. On va quitter le parcours du Giro 2020, on va faire un petit focus sur la jeunesse. Alors c'est pas nouveau, depuis quelques années, un peu plus marqué depuis l'année dernière, une vraie confirmation cette année. La jeunesse prend le pouvoir définitivement sur le peloton international. Alors on va les lister pêle-mêle, les Pogacar, Bernal, les Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, Tao Geoghenaert, on a découvert Hindley sur ce Giro, on en passe et des meilleurs. Mathieu, la jeunesse qui prend définitivement le dessus, c'est quelque chose de très excitant et ça nous donne des beaux coureurs à découvrir. Ça donne des beaux coureurs à découvrir, oui. Après, excitant, c'est particulier, j'ai envie de dire. La question, c'est de savoir jusqu'où est-ce que ces coureurs vont pouvoir aller. Parce qu'on les découvre extrêmement performants à 21, 22, 23, 24, 25 ans. Mais quand ils auront 30, 32 ans, est-ce qu'ils seront toujours à ce niveau de performance? Est-ce qu'ils seront meilleurs? Est-ce qu'ils auront craqué? Parce que mentalement, il faut aussi pouvoir tenir un tel niveau de performance. Et d'une certaine manière, il faut aussi peut-être un peu mentalement accepter que à 23 ans, tu
tu ne progresseras plus. Et ça va amener pas mal de choses, pas mal d'axes de réflexion, d'aspects de réflexion, mais c'est assez particulier. Après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, j'ai envie de dire, je n'ai pas forcément d'avis, je suis personne pour vraiment dire ça, mais Mais, c'est sûr que c'est un petit peu la particularité de ce cyclisme ces dernières années. Ouais. mais Mathieu, c'est intéressant. Alors, je pose ça comme ça vaut ce que ça vaut, mais peut-être qu'on a une première illustration avec ce que ça peut donner sur la suite de la carrière. Comme tu dis, faut voir ce que ça donne à 30 ans. Alors qu'il y a quelques années, à 30 ans, on était en pleine possession de ses moyens. Est-ce que c'est pas un peu, dans un registre différent, un exemple avec Peter Sagan, qui a explosé au très haut niveau très jeune, et qui, depuis 1, 2, 3 ans, quand il approche de la trentaine, même s'il est encore très performant, très bon, on l'a déjà vu, on l'a vu notamment sur ce Giro, eh bien, c'est plus les performances d'avant, on adapte un petit peu son cyclisme et on court différemment. Pas sûr, parce que Sagan, en fait, c'est un coureur tellement à part. C'est plus mentalement que dans les jambes pour moi que Sagan a un petit peu plus de balles parce que Sagan c'est un coureur qui a besoin vraiment de se faire plaisir, le fun et tout. Et voilà, jusqu'à ses titres mondiaux, il était toujours en progression, chaque année encore un petit peu mieux. Et après, il arrive un moment où ben, il faut faire des choix. Mais je comparerais pas forcément la situation de ces coureurs à ce qu'a pu faire Peter Sagan, puisque Peter Sagan, on l'a vu progresser au fur et à mesure, on l'a pas vu champion du monde dès ses 22 ans, quoi. Anselme ? Ouais, moi je suis assez d'accord avec Mathieu. Pour moi, on peut pas les comparer à Sagan parce que Sagan, ses objectifs, c'était notamment les classiques pavés et il a mis énormément de temps à gagner Paris-Roubaix. Moi, je pense que il y a un exemple qui est parfait, c'est Damiano Cunego, qui à 22 ans gagne le Giro, gagne le Lombardie et après, derrière, bon, il gagnera encore 2 Lombardie. Mais arrivé à 27-28 ans, il va complètement s'effacer pour après ne plus jamais être un challenger de grand tour comme on pouvait le penser après son Giro ultra dominateur de 2004. Et donc, c'est potentiellement ce qui peut arriver avec ces coureurs. À l'inverse, Valverde est performant très vieux, mais parce que son titre de champion du monde, qui était le Graal, ce qui le faisait vibrer, il l'a eu, il avait 38 ans. Et depuis, on sent qu'il baisse un peu de niveau. Bon, là, je fais avec. Et je pense qu'en fait, on se retrouve avec une génération qui, en gagnant très tôt, on va peut-être retrouver des grands champions qui vont prendre leur retraite plus tôt parce que le sentiment du devoir accompli, ils auront gagné plus tôt, peut-être plus de titres, et donc ils n'auront pas ce petit quelque chose qui pousse à continuer le cyclisme. Eh bien, on clôture ce chapitre sur la jeunesse qui était parfaitement illustré par ce podium, notamment première et deuxième place, Tao Geoghegan Hart et Jay Hindley sur ce Giro. Le dernier chapitre, la dernière partie de ce podcast, évidemment, avant de clôturer, on va revenir sur le fait marquant pour nous Français. Bien, ce sont les 4 victoires d'Arnaud Démare qui empoche au passage le maillot cyclamen qui lui va parfaitement bien, très belle couleur. Est-ce que pour vous, on va débuter par Anselme, ça marque un tournant dans la carrière du champion de France de la Groupama FDJ ? Est-ce que ça va marquer un tournant ou pas ? Déjà, c'est son grand tour de référence. En termes de sprint, tous les grands sprinteurs ont leur grand tour, ils ont gagné plusieurs étapes. De Démare, pour l'instant, c'était une victoire sur un grand tour. Là, il en a 4. Il a dominé le sprint comme il l'avait jamais fait. Donc, oui, en soi, après, on se rend compte, est-ce que maintenant, du coup, ça va être un sprinter qui fera des classiques ou un classic man qui sprint ? Parce il a longtemps penché d'un côté et de l'autre en voulant courir plusieurs lièvres. Et il a perdu un peu de sa pointe de vitesse. Et aujourd'hui, il va plus vite, mais il est un peu moins bon que Classic Man. Donc, est-ce que ce Giro va lui permettre de prendre conscience de sa vitesse et va le faire travailler là-dessus pour aller faire le même genre de démonstration, mais sur le Tour de France, avec un maillot vert ? Ou est-ce que il va se dire, j'ai un maillot, j'ai dominé un grand tour, maintenant il me faudrait quand même un Paris-Roubaix, une classique, un Gand-Wevelgem ou quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va marquer un tournant, rien qu'en termes de confiance. Après, il faut voir dans quelle direction il a tourné. Pour toi, Anselme, la voie n'est pas toute tracée, c'est-à-dire que la question peut encore se poser sur, je laisse tomber
les sprints sur les grands tours et les maillots distinctifs pour me consacrer notamment aux Flandriennes ou aux semi-classiques? Je pense qu'il veut revenir sur le Tour de France. Je pense qu'il veut revenir sur le Tour de France avec la vitesse qu'il avait sur le Giro et la confiance qui va avec. Donc, qui délaisse complètement le sprint, j'y crois pas du tout. Enfin, j'ai aimé cette hypothèse, mais très peu probable. Après, si il fait aussi belle performance sur le Tour, il peut, à l'instar d'un Tom Boonen, délaisser le sprint par la suite. Mathieu, démarre, prochain objectif, Tour de France, ça semble une évidence? Ouais, quand même, faut espérer que l'an prochain, Arnaud Démare puisse avoir sa chance quand même sur le Tour de France. Il le mérite en tout cas. Moi, contrairement à Anselme, plutôt que de tournant, je parlerais plutôt de confirmation pour Arnaud Démare. Confirmation que sa stratégie de s'axer sur le sprint, mettre tout sur le sprint, ça marche. On a pu le voir cette année, je crois qu'il me semble que c'est le coureur le plus prolifique en 2020. C'est quand même pas rien. Avec une quinzaine de victoires. Donc ça prouve que Arnaud Démare a bien fait de mettre un petit peu de côté les classiques et se concentrer, focus à 100% sur les sprints. Après, c'est sûr que les classiques, et surtout Paris-Roubaix, il va garder ça dans un coin de sa tête, il va y penser. Mais je pense que avant de le revoir pleinement sur les classiques flandriennes comme Paris-Roubaix, il vaudrait mieux attendre, laisser passer un peu quelques années pour qu'il puisse profiter de son niveau de performance sur le Tour. Et c'est un des meilleurs sprinteurs du monde. Ça serait vraiment dommage qu'il se disperse à nouveau. Mathieu, Marc Madiot va, d'après ses propos, un petit peu dans ton sens, dans le fait qu'il a précisé après le Tour de France, il y a eu certaines déclarations comme quoi retrouver et un Thibaut Pinot et un Arnaud Démare dans le même effectif lors du prochain Tour de France, ce qui était inenvisageable ces 2 dernières années, peut le devenir pour 2021. Donc il y a peut-être une fenêtre et une petite porte qui s'ouvre pour le sprinter de la Groupama FDJ. Johan, sur Arnaud Démare, c'est 4 victoires d'étape sur le Tour d'Italie. Ouais, pour revenir à ce que tu disais, je pense pas qu'il va se... Enfin, ça fait des années qu'il s'orientait vers les classiques. Là, c'est la première année où il se réoriente vers les sprints. Je pense pas qu'après être devenu un des meilleurs sprinteurs du monde, si ce n'est le meilleur sprinteur du monde lancé, ou juste avant, il va se dire je vais repartir sur les classiques. Là, il a encore peut-être 2 années, 3 années maximum de vraiment bons sprinteurs. Après, à 35 ans, à 30 ans et quelques, on a. Je rappelle qu'il a 30 ans, Arnaud Démare, actuellement. Ah, déjà 30 ans? Ouais. Eh ben, justement, il n'y a plus beaucoup d'années. Après, les fibres rapides, ça commence à disparaître, alors que sur les classiques, on peut briller plus vieux. Donc, je pense qu'il va s'axer encore quelques années sur le sprint avant de rebifurquer, pourquoi pas, vers les classiques. Mathieu, c'est une question encore une fois très, on va dire, fantaisiste. Est-ce que alors, est-ce que si on peut tirer un point positif, alors que normalement on ne le devrait pas, mais de tout ce qu'il y a eu dans le milieu sportif avec la crise sanitaire, le confinement et le Tour d'Italie, enfin les 3 grands tours décalés, est-ce que c'est ce qui a permis à Arnaud Démare de complètement préparer son affaire, travailler sa confiance et avoir un entraînement spécifique qu'il a pu amener jusqu'au bout pour être aussi performant sur ce Giro 2020? En tout cas, c'est ce qu'il dit, il me semble, et notamment le confinement passé aux Émirats Arabes Unis avec Ramon Sinkeldam dans la chambre, ça a permis de nouer encore un peu plus des liens. Et on sait que dans un train, pour la préparation d'un sprint, c'est important. Donc, ouais, peut-être que c'est arrivé au bon moment, en fait, pour Arnaud Démare, tout simplement. C'est une succession de bonnes circonstances qui se présentent et qui apportent Arnaud Démare à ce niveau. Alors, tu parles de créer des liens avec ses équipiers, avec son train. Anselme, le train de la Groupama FDJ sur ce Giro, on pouvait avoir des doutes, des interrogations. Il a juste été exceptionnel en tout point de vue, que ce soit dans la détermination, dans le volontarisme, dans la coordination. C'était juste parfait, étape après étape, et ça s'est même, on va dire, amélioré au fil des étapes et des victoires d'Arnaud Démare. Ouais, son train était très bon, mais le problème, c'est que en face, il n'y avait pas d'autre train, on peut le dire. C'est un peu à l'instar de Cipollini, quand ils ont inventé le train, c'était le meilleur du monde, mais parce que les autres équipes n'en avaient pas. Gaviria était
Or, du coup, la Bora, qui est avec Sagan, qui était le second sprinter de ce Giro, au vu des résultats, n'avait pas de quoi l'emmener et il jouait sa place à coup d'épaule. Donc, c'est tout de suite plus facile de faire sa place. Donc oui, on sent que le train prend des automatismes, est de plus en plus efficace et en plus, ils prennent de la confiance sur ce Giro. Après, il faudra voir comment ils se comportent face dans un final où il y a deux autres trains d'équipe qui sont là pour se battre pour la meilleure position. Et on sait qu'en plus, parfois dans les finaux, dans le final d'une étape un peu sinueux, ils ont parfois un peu plus de mal. Donc il faudra voir quand ils sont chahutés, comment ils s'en sortent. Alors juste pour rebondir sur ce que tu dis, Anselme, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui ont pu placer un train à côté de la Groupama FDJ. Il y a une étape en particulier, c'était au tout début de ce Giro, où il a fallu un petit peu jouer des coudes, que ce soit Arnaud Démare et ses coéquipiers, notamment, je crois que c'était avec les coureurs de l'équipe de UAE Team Emirates, avec Richese, voilà, l'équipe de Gaviria. C'est à ce moment-là on peut se dire, ok, ils jouent dans la cour des grands, ils font pas les timides, ils s'imposent, ils se font respecter, et c'est peut-être là la différence déjà pour eux et l'image qu'ils renvoient aux adversaires, à leurs adversaires et aux adversaires directs d'Arnaud Démare. Après, si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, il a déjà gagné une étape, oui. Et je pense que ça a décomplexé l'équipe. Et en voyant la première victoire qui en plus se joue à pas grand-chose avec Sagan et Ballerini de la Quick Step, je pense qu'à ce moment-là, le train a pris de la confiance et ça aide. Et ce Giro peut permettre à Démare et à tout le train qui va avec de s'imposer, parce que s'imposer, il y a mettre le coude, mais c'est avoir le sentiment de légitimité, il faut avoir la confiance pour y aller. Et avec un Giro comme ça, personne ne pourra leur reprocher de vouloir se faire une place. Il me semble d'ailleurs que ce dont tu parles, Brice, c'est l'étape de Brindisi, avec le premier sprint de Gaviria qui en fait lève même pas le cul de la selle et qui finit 11e. Donc ça a permis de voir qu'en fait UAE qui vient essayer d'embêter le groupe FDJ, ça sert un petit peu à rien, quoi. Gaviria avait les fesses trop lourdes sur ce Tour d'Italie. Il se rassoit tout de suite. Donc pour clôturer un petit peu sur la Groupama FDJ et Arnaud Démare, effectivement c'était le Tour, le Giro qui permet de se lancer parfaitement dans le monde des sprinteurs. Donc on va attendre Arnaud Démare avec impatience en 2021 et notamment une présence sur le Tour de France. Il y a de fortes chances. Avant de clôturer ce podcast, un dernier mot chacun sur, on est obligé de l'évoquer, de revenir très rapidement dessus, sur Peter Sagan, le triple champion du monde qui a réussi à enfin glaner son étape. Alors pas au sprint massif, mais en costaud, fin tacticien. Une étape superbe, il allait chercher sa victoire d'étape, la première cette saison. Johan, Peter Sagan, c'est un coureur qui va vite nous manquer quand il aura décidé de baisser pavillon. Et ce qui pourrait arriver bientôt, si je comprends bien. Ouais, il a fait une démonstration impressionnante à Tortoreto, je recité. Et lui, typiquement, Sagan, c'est un coureur qui s'est plus orienté vers les classiques maintenant que les sprints. Il arrive à sortir des super performances comme ça encore. Il a perdu la régularité, mais ça reste encore un grand champion, quoi. Mathieu ? C'est vrai que c'est de la victoire d'étape. L'étape qui sort vers Tortoreto, la 10e étape, c'est magnifique. Là, comme il pourrait le dire, et là, il a sorti les balls, il les a posés sur la table, il a dit « Salut, moi c'est Peter Sagan et je vais gagner ». C'est impressionnant. Puis en plus, pour le côté symbolique, c'est sa première victoire d'étape sur le Giro. C'est ce qui lui permet de rentrer dans le cercle assez fermé des vainqueurs d'étape sur les 3 grands tours. C'est ça qu'il cherchait sur ce Giro. En sprint pur, il est moins fort qu'Arnaud Démare, puisque c'est pas un sprinter pur, c'est un sprinter complet, et même un coureur complet. Et ouais, l'étape qu'il a faite, elle est chapeau, quoi. Anselme, Peter Sagan, le Slovaque, sauve sa saison 2020 avec cette victoire d'étape sur son Giro, mais en tous les cas sur son premier Giro. Ce qui sauve sa saison, je sais pas. Un coureur de la trempe de Peter Sagan, une victoire d'étape, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus incroyable dans son palmarès. Après, je pense que il est content d'avoir gagné. Ça lui manquait dans son palmarès, une victoire sur le Giro. Avec son talent,
une victoire sur chaque grand tour, ça semble évident. Après, on l'a dit, il va moins vite. Il a jamais été il a jamais été le meilleur sprinter en vitesse pure, mais on sent qu'aujourd'hui, il a plus de mal à exister dans les sprints. On l'a vu notamment sur le Tour de France, où il a tendance à vraiment y aller, à prendre tous les risques pour performer. Donc, je pense que petit à petit, on le verra plus dans des numéros comme il l'a fait sur le Giro que dans les sprints massifs, aller chercher des victoires. Et en soi, pour le spectacle, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. On va pas s'en plaindre, effectivement. Ouais. Mais oui, dans l'emballage final, il sera, je pense, plus en retrait aujourd'hui. On a vu même que sur le Tour de France, quand Bennett n'était pas là, il avait plus de mal à venir chercher la victoire ou une place, même en peloton réduit. Donc je pense que là, ils vont un peu à démarre. On est arrivé, comme tu disais tout à l'heure, à un tournant. Et je pense que cette saison 2020 pour Sagan va opérer aussi un tournant vers une volonté plus offensive sur les grands tours notamment, parce que je pense qu'il a encore de belles choses à faire sur les classiques. Eh ben, on découvrira ça en 2021. Peter Sagan, la suite des événements, la suite du feuilleton. Messieurs, merci beaucoup pour ce point complet sur le Giro, 103e du nom, 103e édition. On le rappelle, la victoire du Britannique Tao Geoghegan devant Jay Hindley et Wilco Kelderman, un podium qui se tient en 1 minute et 29 secondes. Le prochain podcast Chasse Patate, ça aurait dû être le jeudi 29 octobre, jour de la présentation du Tour de France. On l'a appris il y a quelques heures, quelques minutes. L'annonce officielle du prochain Tour de France sera décalée à dimanche 1er novembre, donc le prochain podcast Chasse Patate. Si Mathieu me confirme, ce sera le lundi 2 novembre pour informer l'ensemble de nos auditeurs et auditrices. C'est bien ça, Mathieu ? Tout à fait, voilà, on reviendra un petit peu sur le parcours en début de semaine prochaine. Et de toute façon, si vous êtes attentif sur les réseaux, vous pourrez en savoir déjà un petit peu auparavant sur le forum, et on prendra le temps d'analyser, de décrypter un petit peu ce qui aura été présenté dimanche soir dans Stade 2. Et ma petite oreillette me dit que ce podcast sera plutôt chaud et animé, avec les avis de chacun et l'analyse que chacun se fera de ce tracé proposé par Amaury Sport Organisation. Voilà. Pandémie et situation, crise sanitaire oblige, ASO s'adapte, et donc il n'y aura pas de grande présentation comme on en a l'habitude au Palais des Congrès à Paris. Johan, Mathieu, Anselme, merci encore une fois d'avoir prêté vos analyses au sein de ce podcast Chasse Patate pour débriefer ce Giro d'Italia 2020. Évidemment, retrouvé sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, donc n'hésitez pas à aller le commenter, le liker, le partager. Tous les membres du groupe Eto vous répondront. Et puis on se retrouve, comme l'a dit Mathieu, lundi prochain, le 2 novembre.